Alors le château du Clos Lucé a été construit au début du XIIIe siècle sur un piton rocheux qui surplombe la ville d'Amboise, qui est à peu près au même niveau que le château royal d'Amboise. Ça surplombe la Loire et la ville d'Amboise. C'est un château qui a été construit pour la famille d'Amboise, les seigneurs de la ville. Le château a évolué ensuite et a appartenu à plusieurs personnes différentes. Il a appartenu avant la Renaissance à un marmiton favori de Louis XI qui s'appelait Étienne le Loup. Il faut imaginer que le Clos Lucé était un peu sur le mode défensif, un petit manoir de défense à cette époque. Ouais. Ça a évolué ensuite à la Renaissance avec la construction de la chapelle qu'on voit qui est en blanc, en pierre de tuffeau, chapelle construite par Charles VIII. Et on voit que la galerie qui était défensive a été ouverte pour devenir une sorte de loggia à l'italienne, comme toutes les demeures qui s'ouvrent sur les jardins à la Renaissance. Ensuite, un de ses plus illustres visiteurs et même habitants, c'est Léonard de Vinci, entre 1516 et 1519. À cette époque-là, le château du Clos Lucé, anciennement manoir du Clou, appartient à la famille royale de France. Après cela, elle revient à la famille d'Amboise et puis en 1854, c'est acheté par la famille Saint-Brice qui ouvre au public la demeure en 1954. Alors Léonard de Vinci est invité par François Ier et sous l'influence de la mère de François Ier, Louise de Savoie, il est invité à la cour de France pour venir être premier peintre, architecte et ingénieur du roi. Léonard de Vinci accepte cette invitation en 1516 et il arrive ici probablement à l'automne de cette même année, donc de 1516. Léonard s'installe ici et a le Clos Lucé en pension, c'est-à-dire que François Ier lui donne la jouissance des lieux et en plus de ça, il lui verse une sorte de salaire d'à peu près 1000 écus selon les sources pour que Léonard de Vinci réponde aux commandes royales. François Ier lui commande plusieurs projets, Léonard travaille au château du Clos Lucé, dans son atelier, et il est à proximité. Il faut imaginer qu'on est à 400 mètres du château royal, donc tout près du roi de France. Il arrive avec quelques tableaux dans ses sacs. Quelques tableaux, ouais, dont la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et la mondialement connue Joconde, qui sont aujourd'hui conservés au Louvre. Il faut imaginer Léonard de Vinci traversant les Alpes, à dos de mulet ou de cheval, avec ses manuscrits et ses trois tableaux qui sont les chefs-d'œuvre de la peinture conservés au musée du Louvre. Donc c'est assez marrant d'imaginer que Léonard a traversé les Alpes comme ceci. Et il vient avec ses codex et ses tableaux, tableaux qui étaient des commandes, mais dont Léonard n'a pas voulu se séparer. Et il continue d'ailleurs à apporter quelques retouches, notamment à la Sainte-Anne. Donc on sait qu'il continue à apporter quelques retouches à ces tableaux qui étaient sûrement ses inséparables. François Ier invite Léonard à venir séjourner en France et contrairement à ce qui a été dit, Léonard n'est pas venu uniquement mourir ici. À Amboise, François Ier lui confie plusieurs projets. Il est premier peintre, architecte et ingénieur du roi et architecte-ingénieur, ça veut dire aménager le territoire aussi. François Ier a des projets d'assainissement des marais de Sologne, il a aussi des projets pour relier la Loire au Rhône et Léonard ayant travaillé à de nombreux projets de canalisation du territoire en Italie, il reprend ces projets-là pour François Ier et travaille donc à ces projets d'aménagement du territoire. Léonard de Vinci travaille aussi à un projet fou de François Ier qui est le projet de la cité idéale, la Cité Ideale, qui était normalement prévu à Romorantin, en Sologne, mais qui donnera sûrement les plans de Chambord. Léonard de Vinci a donc inspiré l'architecte de Chambord pour la réalisation de ce palais. Alors la réalité du décès de Léonard de Vinci, en tout cas les sources fiables, c'est que le 23 avril 1519, Léonard de Vinci a 67 ans, il sent la mort approcher, la vieillesse et la fatigue venir, et il fait venir un notaire d'Amboise pour lui dicter deux choses, son testament, donc à qui est-ce qu'il lègue ses codex, ses manuscrits, ses œuvres, et son vignoble à Milan, quelques écus, il lègue la majorité de ces choses-là à ses élèves, et notamment Francesco Melzi, qui aura la majorité des codex. Il dicte les dispositions de ses funérailles, dispositions qui seront totalement respectées puisque Léonard souhaitait être enterré au château royal d'Amboise. Ce privilège immense va lui être accordé par le roi de France. La mort de Léonard de Vinci a lieu quelques jours après, le 2 mai 1519, dans sa chambre du Clos Lucé. Contrairement à la légende, Léonard de Vinci ne s'éteint pas dans les bras de François Ier car le roi était à Saint-Germain-en-Laye ce jour-là et non pas à Amboise. Cette légende a été créée par Vasari. Dans les vies des artistes, il a raconté ce mythe-là, et puis dans les peintures qui ont suivi de Ménageot, de Ingres, et après d'autres mythes et d'autres légendes, on a raconté que Léonard était mort dans les bras de François Ier. C'est une belle légende, ça en reste une, ça reste quelque chose de faux, malheureusement, historiquement, mais dans les faits, on peut penser que si François Ier avait été là, il serait certainement venu au chevet de Léonard de Vinci, qu'il appelait mon père. Donc Léonard de Vinci a été enterré au sein du château royal d'Amboise, selon ses dernières
dernière disposition, ce qui est un privilège énorme que le roi de France lui accorde. Et le corps a été déplacé car l'histoire a fait qu'une partie du château royal d'Amboise a été détruite. Et aujourd'hui, Léonard de Vinci est enterré dans la chapelle Saint-Hubert, que l'on aperçoit d'ailleurs depuis le Clos Lucé.